Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Sorcerer et aujourd'hui, encore une vidéo, je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos filmées un peu comme ça, là, random, sans trop me poser des questions, sans trop de concepts comme ça, là où c'est vrai que là en ce moment, je prends une toute petite pause un peu sur les montages parce que toute la semaine, j'étais sur les montages un peu des sujets dont je prépare pour la semaine. Et oui, bon, aujourd'hui, j'avais envie un peu de parler de 2024 et de tout ce qui est arrivé un peu dans les sphères un peu pop culture US, que ça soit truc, et surtout les derniers événements qu'on voit là aujourd'hui. Bon, pour moi, 2024, c'est vraiment une année c'est vraiment une année extraordinaire, hein. Extraordinaire. J'adore tout ce que je suis en train de voir en 2024. Il y a complètement la chute de quelques empires, de quelques personnages un peu qui me font diamétralement plaisir. Je vais pas vous mentir que voir la chute de Brother Love et voir la chute de Jimmy Brooks, ça me fait tellement plaisir parce que ça fait des longues années que j'avais voulu voir ça. Parce que ces personnages-là, et il y a un troisième Manitou, hein. Et je veux dire, le Manitou, comme on dit souvent chez nous, là, le chef bandit un peu du délire, un peu aussi, qui est comme d'habitude, plus malin que les autres, fait ses moves sans qu'on le voie. Il ne fait pas de Rock Nation Party encore cette année. Et encore, si je ne me trompe pas encore, il y a un festival là, où il a retiré encore un festival. Il a, comment on appelle ça, annulé encore la sortie de son festival. Ça fait la deuxième année consécutive qu'il fait encore ce délire-là. Il est là, tout caché, tout caché. Il se cache derrière sa femme, là, en ce moment-là. Parce que lui, là aussi, il est dans l'œil du cyclone. Parce que si on a pris ton grand pote. Sache que toi, tu es tu es vraiment dans le collimateur. Et je l'avais annoncé, hein. Je l'avais annoncé ça 7 mois, 8 mois même avant que ça ne soit à la mode maintenant de dire que on va les choper. Et moi, je vous assure, ça me fait excessivement plaisir de voir ça. On va dire, oh, toi, tu célèbres quand les gens tombent. Non, quand ce sont des gens un peu comme ces personnages-là, moi, je n'ai aucune honte de dire que je célèbre ce que je suis en train de voir. Oh oui. Parce que, pour commencer par Jimmy Brooks est peut-être l'une des pires choses qui est arrivée à l'histoire de cette musique qu'on appelle le hip-hop. Et ça, je le dis en tout cas, ça fait pas encore de page pour le dire. Et ça, je le dis depuis, ça fait une dizaine d'années, hein. Je me rappelle, mais il y avait quelqu'un là qui me disait, qu'est-ce que tu pensais de Drake? Il dit, Drake est la pire chose qui est arrivée à l'histoire de cette musique-là. Pire chose qui est arrivée à l'histoire de cette musique-là. Ce qu'il en a fait de ce truc, parce que, et c'est ça qui me dérangeait un peu avec, dans ce bif avec Kendrick Lamar dans ce bif un peu avec Kendrick Lamar et tout, c'est que le grand public ne comprenait pas ce qui se jouait entre, ce qui se passait depuis. Le seul gars sur la sphère francophone à avoir compris vraiment la bataille entre les deux, c'est le mec de Music Feeling là et moi. Dans tous les critiques que je voyais, tous les chroniques que je voyais sur sur la sphère un peu francophone c'était des trucs toujours bidons, des gens, bon, je peux pas commencer à juger les contenus des gens, mais c'est toujours des trucs ras de pas grave. Ouais, il a dit ça, ouais, ils ne comprennent pas ce qui se joue dans les choses comme ça. Et le seul qui a compris ça, c'était le gars de Musique Finie. Et c'est ça, quand tu as c'est pas pour faire le truc, mais quand tu as une très forte culture en musique et que tu comprends souvent les vraies idéologies qui s'affrontent un peu et tout. Kendrick Lamar et Drake, c'est une bataille qui dure depuis des années, pas sur des individus, mais sur celui qui est sur l'âme de la culture hip-hop, en fait, sans vouloir faire un peu des trucs trop philosophiques, mais c'est ça. Parce que Drake, c'est pas seulement quelqu'un qui a eu du succès, hein. Avec, au fil de ces 15, j'ai jamais vu une domination comme ça. Au fil de ces 15 ans, c'est pas juste le succès, c'est l'impact qu'il a eu. Il a changé complètement le landscape du délire. En termes des médias,
En termes, par rapport même aux médias, parce qu'il faut vous rappeler, je le répète 50 fois sur mes sujets, il faut toujours le répéter. Avant les médias, les gatekeepers du hip-hop, c'était Deux Sources, XXL et tous ces magazines-là. C'est eux qui donnaient le ton de ce que on allait voir dans la culture. Le mec, il a fracassé ça. Il a fracassé ça pour en maintenant remplacé avec les streamers. Les streamers sont les gars qui donnent le ton de la culture hip-hop, alors que ce sont pas forcément des gens qui sont des connaisseurs de cette culture-là. Quand tu regardes les profils, là, les Adinos, tous ces gars-là, Adinos, Academics, c'est pas des gars qui comprennent vraiment la culture hip-hop, c'est des gars qui viennent de la culture du net. Et c'est quelqu'un qui te dit que Drake, c'est un super vilain tellement intelligent, il a su changer le landscape. Et Drake aussi, et c'est là où j'ai beaucoup aimé le truc de musique feeling et autres et tout là quand il a fait vraiment l'analogie Prince, Michael Jackson, et ça faisait écho juste à un sujet que j'avais fait il y a 3 mois avant lui. J'avais fait un sujet il y a 3 mois avant lui qui parlait forcément aussi de ces problématiques là, justement. Prince et Michael, quel était un peu le combat entre les deux et tout. Et c'est un peu la même chose que Kendrick Lamar et Drake en fait, parce que Kendrick Lamar et autres, c'est quelqu'un qui représente la culture hip-hop de manière traditionnelle. C'est-à-dire que si on était dans des temps normaux, ce serait lui depuis 15 ans qui serait le roi incontesté en termes d'impact, en termes d'empreinte. Parce que Kendrick Lamar avait une empreinte, mais il n'avait pas encore forcément d'impact avec la génération actuelle. Là, c'est Drake qui l'avait. Les rappeurs ressemblaient à Drake, la culture ressemblait à Drake, tout ressemblait à Drake. Alors que Kendrick, c'est un peu, comme je l'appelle, un peu le dernier Jedi, Luke Skywalker, un peu, qui est seul, un peu, qui est le dernier gars à porter le bastion un peu de la culture hip-hop dans le monde mainstream. Non pas que la culture, il est le seul rappeur avec ce profil-là, il y en a plein. Je peux parler de Kelly Christ, je peux parler de Billy Woods, je peux parler de Open Michael Eagle, je peux parler de beaucoup d'artistes underground hip-hop qui sont géniaux. Hein. Il y a peut-être même parfois même plus géniaux même que Kendrick. Hein. Pour un truc là-bas, c'est seulement que Kendrick, c'est lui qui arrive à toucher le mainstream un peu à ce niveau-là, alors qu'il fait une musique de qualité comme ça. Bon. Moi, j'étais heureux de voir le bif là, parce que je disais c'est le moment de shifter le tout. Et Kendrick Lamar l'a fait. Et je dois vous avouer que j'avais un peu peur pour le bif un peu avec Drake, pas parce que je me dis que Drake est plus lyricalement que Kendrick, hein, non, jamais sur ce plan-là, mais sur le plan de la communication média. J'avais toujours l'impression que Drake, il contrôle les médias, contrôle la narrative des médias. Et que, avec son habilité de contrôler la narrative des médias, il aurait toujours pu permettre à ce qu'une autre génération soit un peu aveuglée par ces stratégies-là. Par exemple, même quand il fait Taylor Made Freestyle, où il essaie de jouer sur des bangers pour que les gars des jeunes générations qui ne sont pas très lyricales, qui ne sont pas très trucs, un peu jouent un peu sur leur tête. Kendrick Lamar l'a battu à son propre jeu. Ça montre comment Kendrick Lamar l'a étudié depuis 15 ans, c'est moves. 15 ans. Il a battu à son propre jeu. Et ce bif là est un tournant important de la culture hip-hop en ce moment. Parce que ça a shifté. Là, ça a shifté. Drake a perdu la culture là. C'est pour ça que je suis heureux. C'est pas que Drake, on l'a humilié sur le truc. Mais c'est que Drake a perdu la main mise sur la culture. C'est lui qui l'avait depuis 15 ans. Pas seulement sur le succès, mais sur l'impact. L'impact, les jeunes artistes ressemblaient à Drake. L'impact, je vais vous expliquer un peu. Hein, le succès, c'est pas dangereux. Hein. C'est l'impact qui est dangereux. C'est si vous vous rappelez, je parle toujours de ce mot. C'est comme avec ma page. Ma page, je veux avoir du succès, mais je veux avoir aussi beaucoup d'impact. L'impact, c'est quand tu vois des gens qui disent j'ai suivi, grâce à ta vidéo, j'ai fait ça. Grâce à ta vidéo, je suis parti. Il y avait un mec là, je sais plus si Foreigner, je sais pas, et autres et tout, qui m'avait dit, il avait vu ma vidéo sur The Crow, ça lui a donné envie de
faire des cours de théâtre, etc., etc. Et, tu vois, l'impact, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens, quand tu les fais un truc, les gens te suivent. Le succès, c'est seulement, si tu peux avoir du succès sans avoir d'impact. Je vais prendre un exemple. Wannabe Basquiat, il a énormément de succès, hein, mais globalement, il n'a pas eu d'impact sur la culture hip-hop. Hein. Il n'en a pas eu. Quand tu dis ça, les gens bug souvent parce que les gars, il y a une autre aussi secte de Jay-Z. Ça, c'est un peu les gens de, on va dire, ma génération et en montant. Ils ont un peu, quand ils voient Jay-Z, surtout, et il faut dire un peu, c'est la classe bourgeoise, la black bourgeoisie africaine et américaine, surtout la black bourgeoisie africaine et autres, parce que Jay-Z parle à ces gars-là. Il ne parle pas à la communauté noire en globalité. Il parle à une petite bande d'élite, de petits bourgeois négros là. Le bourgeois négro là qui suit Jay-Z. Mais globalement, Jay-Z n'a pas vraiment d'impact sur il n'y a pas d'artistes qui ont envie de ressembler à Jay-Z. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artiste qui dit, OK, Jay-Z, je vais étudier Reasonable Doubt. Oh, Jay-Z, je vais écouter Blueprint, je vais étudier ça pour voir. Peu de gens disent ça. Il y a très peu de gens qui disent ça. La respectabilité de Jay-Z dans le monde du hip-hop vient de deux choses. Sa réussite dans le monde des affaires et sa femme. Si c'était pas ces deux trucs-là, on ne parlerait pas de lui. C'est pour ça que ça refait écho un peu à mon sujet que j'avais fait. Légende sans impact. Il n'en a pas. Drake, par contre, lui, il en avait. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé encore ça beaucoup plus dangereux parce qu'il dit que merde, il contrôle la culture. Jay-Z n'a jamais contrôlé la culture. Il n'en a jamais. Jamais. Je sais que c'est quelque chose que les fans de Jay-Z qui sont venus m'attaquer l'autre fois, quand j'ai balancé ça, c'était sur 50 Cent, ils sont venus en masse là, mais qu'est-ce que tu racontes, nanani, blablabla, c'est un hater de trucs. J'ai dit, mais c'est ça le problème un peu. Et ça, je sais déjà la tranche de gars qui est fan de Jay-Z, c'est Black Bourgeoisie, Wannabe, ce film dans n'importe quel hôtel là, pour faire un peu le truc là, c'est la Black Bourgeoisie là qui me fatigue un peu là. Qui est un peu dans ce profil de truc, mais votre gars n'a pas d'impact. Je suis désolé, il n'en a pas d'impact. Dites-moi un artiste que vous dites qu'il ressemble à Jay-Z actuellement. Drake, il y en a plein. Ça me fait pas plaisir, mais il y en a eu trop. J'ai déjà commencé avec un artiste belge avec qui j'aimerais beaucoup bosser, Stromae, génie, je vais juste dire ça. Drake, ce sera une chouette collaboration au niveau de sa créativité. Il est très émotif aussi dans la manière dans laquelle il écrit, c'est un lover boy. Et du coup, je pense que ça fit très bien avec Lover Girl. Kendrick n'avait pas d'impact aussi. Il avait une empreinte, c'est-à-dire il avait un truc, mais il n'avait pas d'impact. Maintenant, je pense que, avec ce qui s'est passé avec le bif, il va y avoir beaucoup plus de jeunes maintenant qui vont venir sur Kendrick. Et je pense que c'est une bonne chose que Kendrick contrôle la culture, parce que la culture est en de bonnes mains avec Kendrick Lamar, parce que c'est lui qui doit la contrôler. C'est pas le Canadien là. C'est ça qui se jouait. Ça, c'est ça qui s'est toujours joué. Ce n'est pas, oui, contre truc. C'est ça un peu, je vais prendre un exemple. J'avais fait un sujet sur le bif Jay-Z et Nas. Jay-Z et Nas, c'était pas juste un bif entre deux gars. C'était un bif c'était pas, la bataille se jouait pas sur, qui est le meilleur appel, je te déteste. Non, c'était pas que ça. C'était la bataille de New York. C'est New York qui se jouait là. Dans Jay-Z et Nas. Quand Notorious Big est mort, la place était vacante. Celui qu'on regardait comme le roi de New York, c'est Nas. Et c'est toujours ça, c'est Nas, le gars. Jay-Z a copié Nas. Jay-Z d'ailleurs copie tout le monde. Si vous êtes vous observez un peu les choses de manière médiculeuse comme moi, parce que tous les artistes, même leurs fans là, j'étudie ça beaucoup plus qu'eux. Je les étudie beaucoup plus, leur move, leur truc. Comment on appelle ça, leur progression, parce que moi je suis intéressé par les parcours des gens, je suis pas intéressé seulement par la finalité, je regarde ton parcours, comment tu t'es construit. Et Jay-Z c'est Nas, Reasonable Doubt c'est par rapport à Nas, parce qu'à la base, comme je l'avais expliqué dans mon sujet sur les gens sans impact là, mais si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder, il avait changé son style n'était pas comme on le voyait là, il était dans ce diggity rap là.
il a changé son style, il a adapté. Quand il a vu Nas sortir Ilmatic, il est devenu dans un truc de storytelling avec Reasonable Doubt. Reasonable Doubt est un album qui est foncièrement inspiré par Ilmatic. Et toute la carrière de Jay-Z, ça a été toujours comment on appelle ça, de mimiquer toujours des gens beaucoup plus créatifs et intéressants que lui. Le son de Irv Gotti, Ja Rule chauffe. Qu'est-ce qu'il fait? Can I get quoi, c'est le son de qui? C'est un son de Ja Rule. C'est l'identité de Ja Rule, c'est pas son identité. Vous vous rappelez de ce son là? Can I get quoi, oh man, vous vous rappelez de ce son là? C'est le son de Ja Rule. Irv Gotti, il est venu, il a demandé là. Quand il appelle Eminem, là mon cousin même m'envoyait ça, l'audio en l'audio, je sais même pas si je peux même utiliser l'audio là, bon je veux pas quand même un peu le truc là, mais il m'a envoyé un audio là me disant oui, j'avais été trop dur avec Jay-Z, comment avec Wannabe Basquiat, comment Eminem l'avait violé sur Renegade, et il me disait parce que c'est l'identité d'Eminem. J'ai dit mais c'est lui qui aime voler les identités. À la base là, le Renegade là, c'était pour Ross Da 59. Il a vu ça, il a encore fait toujours ces délits de politique de dire donne-moi le son là, je trouve le truc là, son là, je veux ça. Et Eminem a dit ok, je te donne le son, c'était pour mon gars, mais je vais te donner, mais je vais faire un featuring là-dedans. Et il a pris les conséquences. Si on valide aujourd'hui Eminem dans la communauté noire, c'est grâce à Jay-Z. Pourquoi? Quand il s'est fait violer là, donc c'était du viol, ce qu'on a vu dans Renegade là, c'est le plus grand viol de l'histoire. C'est le plus grand viol de l'histoire de l'histoire du hip-hop là. Beaucoup plus même peut-être que aux mêmes dimensions même un peu que Drake Kendrick là. C'était du viol sur ton disque. C'est à cause de ça que les négros ont commencé à checker Eminem. Les négros ne checkaient pas Eminem avant Renegade. Vous pouvez voir tous les interviews des rappeurs noirs un peu. On a commencé à respecter le gars là. Quand il a fait ça à Jay-Z. Dans les interviews là, c'est là sur Google là, hein, je n'invente pas, c'est pas des trucs que tout le monde te dit il s'est fait violer par Eminem. Voilà le truc sur Snoop Dogg qui sort là. Tout là, Dame Dash, il sort. Tous, on a constaté tous le dégât du viol. Et c'est de sa faute parce qu'il aime toujours jouer au malin. Il aime toujours jouer au petit truc de partie, dit que bon, je vais voler parce qu'il n'en a pas, parce que Jay-Z, et ça va choquer les gens, ce n'est pas un créatif. Il n'est pas créatif. Il a un talent pour regarder le talent des autres, l'approprier pour lui et faire croire qu'il est le créatif alors qu'il n'en est pas. C'est un mec créatif. Ses albums, c'est toujours les mêmes formules. Il a fait Reasonable Doubt. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des albums un peu qui sont dans l'air du temps. Et après, quand il veut revenir un peu dans un délire où les critiques commencent à apprécier sa musique, il revient avec quoi? Le son de Reasonable Doubt. C'était ça Blueprint, c'était ça de Black Album, c'était ça American Gangster, le truc sur l'American Gangster, où il a joué un peu d'un truc très malin de dire que American Gangster, comme si c'était la bande son du film. Comme si c'était la bande son du film, alors que c'était pas vraiment la bande son du film. C'est juste qu'il a pris le même titre un peu pour faire que les gens jouent là. Parce que le film American Gangster de Denzel Washington a chauffé à cette époque-là. Il a masqué ça. Et ça faisait comme ça parce que moi, je me rappelle même à l'époque, ça me prêtait à confusion. Je dis, c'est la bande son du film en fait. Alors que non. Donc il a ces petits moves malins de bon businessman parce que son talent, c'est ça. C'est un incroyable homme d'affaires. C'est le Warren Buffett du hip-hop, ce mec-là. Ça, je ne peux pas lui enlever ça. C'est quelqu'un qui sait sentir les coups, sentir les trucs. Et il fait toujours ça, même fort. C'est revenir au son de Reasonable Doubt, le soulful et tout. Il fait toujours ça parce qu'il n'a pas de créativité. Il est très creux. Il est très creux, le personnage. Le personnage est un incroyable businessman, mais très très creux humainement. Très creux. Très creux. C'est quelqu'un que c'est pas intéressant un peu. Même son parcours n'est même pas un peu intéressant. L'enfant de Mars, là, il n'est pas fascinant à regarder. Voilà, c'est ça un peu là. Parce que quand tu vois un peu la différence un peu avec des personnages comme Tupac, que tu peux écrire 6-7 bouquins un peu sur lui, et je dois vous avouer, Tupac, c'est tout nouveau, hein. C'est 4 ans, 3 ans que je m'intéresse au gars. Tu tombes sur des Wannabe Basquiat, tu te dis, mais quelle banalité, quoi.
Quelle banalité. Et c'est un peu ça. Donc, pour revenir même, je sais pas si j'avais déjà dit ça, le truc Jay-Z, Nas, c'était la bataille de New York. Bataille de New York. Nas, c'est New York. Jay-Z, c'était celui qui s'était placé comme un peu, non, c'est moi New York, un peu. Je suis l'héritier de Biggie. Alors que Biggie ne l'a jamais dit. Tu as toujours voulu surfer sur son cloud. Tu as même volé même encore ses idées. The Black Album, c'est l'idée du 3e album que Notorious Big devait avoir. C'est ça l'histoire, hein, toutes les idées qui piquent. Il pique. Putain, ce mec là, chaque fois que je pense à ses moves, ça me tend les nerfs que les gens ne voient pas les conneries que le gars là a fait. Comment il s'appelle là? Oh là là, Bonnie and Clyde, c'est me and my girlfriend de Tupac, ont toujours des trucs où ils volent des identités, des gens, on te dit, mais tu es qui en fait? T'es qui? On ne sait pas qui t'es. On sait pas qui t'es, on sait pas. T'es toujours en train de voler les identités des mecs. Toujours. Et s'il se battait pour nous, c'était New York. Et Nas lui a fait comprendre dans Hitler, oui, il y avait le truc personnel avec la baby mama de Nas, mais aussi c'était ça, c'était tout ça. Et Nas, avec Hitler, lui a fait comprendre que, hey, you are fake. La culture New York, culture hip-hop New York, c'est moi. C'est moi. Et Drake, Kendrick Lamar, Jay-Z et Nas, c'est le même blueprint. Quand tu observes un peu les deux bifs là, c'est le même blueprint. Nas est censé représenter la culture hip-hop new-yorkaise. Jay-Z, c'était quelqu'un qui l'avait un peu, comment on peut dire, pris un peu en faisant croire aux autres que New York c'est lui, alors que c'est pas lui. Il l'a jamais été, il ne le sera jamais. C'est Nas le gars. New York c'est Nas. New York c'était pas toi. Et Hitler l'a prouvé. Et le même mode de fonctionnement dans le bif entre Jay-Z et Nas, c'est un peu le même fonctionnement un peu qu'il y avait le bif avec Drake. Il a essayé de jouer un peu sur le truc que j'ai eu plus de succès que toi. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, Nas n'avait plus de succès depuis les albums Illmatic, Stillmatic et autres et tout. Non, pas Illmatic, comme It Was Written. Ça n'avait pas eu beaucoup de succès. Et tout. Et l'autre Jay-Z était en train un peu de monter, il lui faisait comprendre que non, c'est moi qui ai le boss maintenant, c'est moi qui ai le truc. Et il jouait sur le fait même que oui, j'ai eu une relation avec ta baby mama et autres et tout. Et l'autre l'a cassé sur ça très rapidement. Que tu pouvais pas, parce que je savais que tu allais utiliser cet angle. Un peu comme Drake a voulu utiliser un peu un angle, et en plus c'est même un mensonge. Ça se voit même que c'est un mensonge. Il voulait utiliser un peu un angle là, Kendrick l'a cassé, et il a battu sur son propre jeu. Parce que Nas, vous mettez un peu dans la tête, un Nas n'est pas vu comme un battle rappeur, hein, à la base. Le battle rappeur, c'est Jay-Z. Mais il a toujours perdu contre les plus grands que lui. Par exemple, il avait une battle avec Big L l'avait humilié. Tu vois, il a perdu contre tout le monde. Hein. Big L l'avait humilié dans une battle aussi, là, parce que Big L, c'est lui qui aurait pu être le gars qui détrône Nas. Le gars qui était vraiment dangereux pour Nas. Et même Nas lui dit que moi, c'est le gars là qui me faisait peur. Que lui, j'avais l'impression que si lui, il était tué et autres, tout, si Big L n'avait pas eu le meurtre qu'on a donné là, New York, ce serait lui. Ce serait pas Nas, ce serait pas Jay-Z, ce serait Big L. Parce que son album de 99, l'album de Big L là, c'est un chef-d'œuvre. Big L, mon Dieu. Mais t'es largement plus fort que les deux là. Beaucoup plus. Et Nas disait même ça, il dit que le gars là, c'est lui qui peut prendre New York. C'est fake. C'est fake, tout le monde le bat. Tout le monde. Quand il est venu avec son bullshit là, de venir me dire que personne ne peut me battre en versus, j'ai dit mais attends, on va ressortir les faits là. On a Google maintenant. Tu peux plus contrôler les narratifs comme tu faisais à l'époque là. Et voilà les faits. Tu as perdu contre Eminem, tu as perdu tout. DMX t'as appris. Dans ta tournée Hard Knock Life, c'est lui qui était le clou du spectacle alors qu'il faisait partie alors que c'était ta première partie. Tout le monde t'a humilié. Donc viens même, Eminem t'a humilié sur ton propre album, donc ne viens même pas raconter ta vie là. Viens même pas. Donc c'est ça entre Jay-Z et Nas, c'est un peu très similaire un peu avec le truc de Drake. Donc ce qui se jouait véritablement là, c'est un truc culturel. Parfois, les gens ne voient pas ça parce qu'ils voient seulement les bifs entre deux personnes. Non, souvent, il y a les vrais combats des gens, c'est pas seulement parce que toi, je t'aime pas. C'est des idéologies qui se concordent.
enfin des idéologies qui s'affrontent. Et dans la vie, la vie c'est toujours des confrontations d'idéologies. Nas, c'est l'âme de New York. Jay-Z, c'est un peu le gars qui fait un peu la gentrification de New York un peu. Si vous voulez comprendre un peu ce que je veux dire, c'est un peu ça. Et culturellement, c'est un peu ça qui un truc. Et je dois vous avouer que le bif a continué encore, hein. Même maintenant, hein. Même actuellement, même si c'est un peu plus sneaky, c'est toujours Jay-Z. Il avait un truc, c'est que quand Nas sortait un projet, il sortait en même temps un projet, en même temps directement. Le même jour. Par exemple, l'avant-dernier album de Nas avant sa série de trucs avec Hit Boy, là. Quand il avait sorti l'album qu'il a été produit par Kanye West, j'ai oublié le titre, là. C'est pas si c'était Nazir, j'ai oublié le truc. Dès que c'est sorti, Jay-Z a sorti le truc avec sa femme, là, de Carters. Juste pour masquer un peu la promotion. Chaque fois, il fait ça. Chaque fois, il faisait ça. C'était un truc. Après, c'est pour ça que Nas, un peu, maintenant, quand il a travaillé à Hit Boy, il a fait un truc qu'il ne faisait jamais. C'est sortir plusieurs projets un peu en même temps. 1, 2, 3, la King Disease, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et Magic One, tout là. Comme ça, l'autre là ne arrive pas à calquer un peu son truc. Donc bref, c'est un peu ça. Et Drake et Kendrick Lamar, c'est aussi un peu des bifs, un peu là-haut. Si vous n'avez pas vu des sujets, pour moi qui est le meilleur sujet francophone sur le cas, allez regarder la vidéo de Music Feeling. Ça résume ma vidéo que j'avais fait 3 mois avant lui, mais celle de Music Feeling est beaucoup plus développée. Donc si vous voulez regarder les deux, n'hésitez pas à regarder les deux et tout, parce que je pense que nous sommes les seuls gars à avoir compris ce qui se passait. Seul gars qui avait compris sur la bande de gars que j'ai vu sur les réseaux, c'était Rat Paqueret, c'était Creux, c'était comment dire, c'était toujours la surface, quoi. Et ça me fatigue un peu. C'est pour ça que j'ai créé cette page un peu aussi pour essayer de montrer que ces sujets-là ne sont pas seulement des sujets Rat de Paqueret et tout. Donc, voilà, quoi. Bon, c'était un peu mon random bavardage un peu que je voulais faire un peu aujourd'hui. Je voulais tester un peu voir un peu si je peux tester un nouveau format un peu beaucoup plus visé où je donne mon avis un peu voilà, comme ça sans forcément préparer un sujet truc. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.